Bonjour à vous et bienvenue dans le 166e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dernier épisode de l'année 2023, je voulais un épisode festif qui revient en partie sur des séries patrimoniales et qui fait la part belle dans un premier temps à un titre passionnant, Les Guerres de Lucas de Laurent Hopman au scénario, Renaud Roche au dessin et qui est sorti chez Demant Éditions. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur 6 autres albums sortis plus ou moins récemment en librairie, 6 albums de grande qualité sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Ainsi, dans l'ordre, dans cette seconde partie, il sera question des 6 titres suivants. Le retour de Lagaffe, le nouvel album des aventures de Gaston Lagaffe, que l'on doit à l'auteur québécois Delaf et aux éditions Dupuis. Je parlerai du nouvel album des aventures d'Astérix, baptisé L'Iris Blanc, un titre que l'on doit au scénario de Fab Caro, au dessin de Didier Conrad et qui est publié chez Albert René, édition du groupe Hachette. J'aborderai aussi la sortie de l'album Les Indomptés, la nouvelle aventure de Lucky Luke vue à travers les crayons de Blutch, un titre sorti chez Lucky Comics, filiale des éditions d'Argo. Ensuite, je vous parlerai de la sortie du tome 6 de la série Les Aigles de Rome, une série que l'on doit au très talentueux Enrico Marini et aux éditions d'Argo. Je vous présenterai mon gros coup de cœur du moment, un album signé de l'américaine Julia Wertz qui s'intitule Les Imbuvables et qui est sorti aux éditions Lagrume. Enfin, il sera encore question de Lucky Luke pour refermer cet épisode avec la sortie du 5e tome de l'intégrale Lucky Luke où l'on y retrouve le travail commun de Maurice et René Goscinny, un album sorti aux éditions Dupuis. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Terminons cette année 2023 de la plus belle des façons en revenant sur un titre qui est sorti le 4 octobre dernier, mais que je voulais absolument présenter avant que ne s'achève l'année. Je veux parler de l'ouvrage Les Guerres de Lucas, paru chez Demant Éditions. Après nous avoir proposé 2 albums chorales de très grande qualité, la jeune maison d'édition française frappe fort avec un album qui, à n'en pas douter, devrait finir au pied du sapin chez de nombreuses personnes. Très documenté, comme le montre l'imposante bibliographie présente à la fin de l'ouvrage, Les Guerres de Lucas nous propose de revenir sur l'une des sagas les plus marquantes de l'histoire du cinéma et de la pop culture, la Guerre des Étoiles. Le Lucas en question, auquel il est fait référence, n'est autre que George Lucas, le grand réalisateur de cette saga dont la première partie de l'ouvrage brosse le portrait afin d'en savoir plus sur celui qui est à l'origine de cette révolution cinématographique. On découvre un jeune homme attiré par les voitures, mais tournant le dos à sa scolarité, un garçon taiseux et rêveur qui a une vie intérieure riche, mais qui a les plus grosses difficultés à se socialiser. C'est d'ailleurs un trait de caractère qui se vérifie en grandissant, même après avoir rencontré le succès et gagné beaucoup d'argent, George Lucas fuit les mondanités et préfère rester à l'écart de la foule. C'est un grave accident de voiture, accident qui aurait pu lui coûter la vie, qui servira de déclencheur, Lucas reprenant alors ses études universitaires de cinéma et le poussant à devenir plus sérieux et rigoureux au quotidien. C'est aussi durant ces années universitaires qu'il se révèle aux autres avec un film de fin d'études qui marquera le monde du cinéma, un certain THX 1138 4EB qui le fait connaître et lui fait rencontrer un certain Steven Spielberg. Les Guerres de Lucas nous permet ainsi de rentrer dans l'intimité de ce destin hors norme et d'y croiser certains des réalisateurs de sa génération avec qui il nouera des amitiés,
voire des collaborations professionnelles. C'est ainsi qu'en plus de Spielberg, on croise Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et toute une kyrielle d'acteurs et d'actrices célèbres quand il s'agira de monter le casting de la Guerre des Étoiles. Car c'est cela qui importe surtout. Après avoir mentionné le succès d'American Graffiti qui ouvre les portes d'Hollywood à George Lucas, il est temps d'évoquer le gros projet de sa vie, le lancement de la saga La Guerre des Étoiles. Laborieux dans l'écriture, Lucas a les plus grandes peines à expliquer aux autres ce qu'il a réellement en tête, et c'est ainsi que dans un premier temps, le projet est accueilli fraîchement par les studios et même par son entourage. C'est d'ailleurs passionnant de le suivre de l'intérieur, puisque le lecteur est invité à suivre au plus près le héros de cette aventure et de se rendre compte combien ce projet n'aurait sans doute jamais vu le jour sans la volonté farouche de son créateur. Tout va s'avérer compliqué dans cette entreprise, du choix du casting, en passant par les financements, la réalisation des effets spéciaux et le tournage, rien ne sera épargné à un George Lucas qui, pour ne rien arranger, semble avoir une santé fragile. Heureusement, pour l'épauler, il a au quotidien Marcia Lou Griffin, jeune monteuse qu'il avait rencontrée étudiant et qui deviendra sa femme, une femme de caractère qui saura l'épauler et le soutenir tout au long de cette aventure. Le lecteur est ainsi entraîné dans l'arrière-cuisine de la création, on y découvre les nombreuses versions d'une histoire qui a mis du temps à se dessiner. Il faut dire que l'œuvre de Lucas n'était pas avare en modernité et en complexité. C'est d'ailleurs la grande force du scénario de Laurent Hoffman. Grâce à un énorme travail de recherche, il donne du corps à ce roman graphique en le truffant d'anecdotes et de moments importants qui font aussi la légende de la Guerre des Étoiles. Comment en est-on passé d'un film que les studios ont voulu s'aborder à un succès planétaire qui a marqué des générations entières? Voilà l'exploit que réussit à nous raconter cet ouvrage en 200 pages. Il faut dire que le dessin de Renaud Roche participe au plaisir de la lecture, délaissant, comme il le raconte en fin d'ouvrage, un dessin détaillé pour quelque chose de plus sobre. Il donne à l'ensemble beaucoup de caractère et une véritable identité. En noir et blanc, rehaussé ici et là par des couleurs ou des aplats, il permet de s'immerger facilement dans cet univers qui se voit complété par un très beau cahier graphique en fin d'album, riche en informations. Alors voilà, pour toutes ces raisons, je ne voulais pas que se termine 2023 sans vous avoir parlé de cet ouvrage. Les Guerres de Lucas est un roman graphique qui marque, que l'on soit passionné ou non par la Guerre des Étoiles, un album que je recommande plus que chaudement en cette fin d'année. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons cette deuxième partie par un album événement qui est sorti le 22 novembre dernier, un album qui a fait couler beaucoup d'encre en amont de sa sortie, mais qu'en réalité on a été nombreux à apprécier une fois entre les mains, le nouveau Gaston Lagaffe. En même temps que disparaissait Franquin en 1997, c'était Gaston Lagaffe qui disparaissait, même si ce dernier a eu droit à un film et une série animée entre-temps. Mais la série s'était officiellement arrêtée au tome 21, un tome baptisé Ultime Bévue, comme une forme d'adieu au personnage qui revient alors en force, avec un titre tout aussi évocateur, Le Retour de Lagaffe. Le format reste quasiment le même, une planche égale à un gag, même si nous avons à plusieurs reprises des gags qui trouvent une continuité sur plusieurs pages, peut-être un format qui sera développé par la suite. Toujours est-il que pour mettre ses pas dans ceux de Franquin, les éditions Dupuis ont confié ce retour en librairie à l'auteur québécois Delaf, lui qui a déjà connu le succès avec la série Les Nombrils, s'attend ainsi à prendre beaucoup plus de lumière en reprenant Lagaffe. La première chose que l'on doit lui reconnaître, c'est un style qui se rapproche de son modèle, l'impression d'une continuité graphique que l'on trouve bienvenue, avec cette sensation de déguster une Madeleine de Proust en tournant les pages. Tout l'univers de l'iconique personnage se retrouve ici, les bureaux des éditions Dupuis, les différents protagonistes des gags, de Mademoiselle Jeanne à Monsieur de Messmaker, qui n'arrivent toujours pas à signer les contrats, bref, cette sensation rassurante de retrouver un vieil ami et son environnement.
Rien n'a changé ou presque, des clins d'œil à notre société contemporaine sont glissés ici ou là, comme avec ce téléphone à fil que l'on peut transporter, mais dont le fil vous revient dans la tête à la manière d'un câble d'aspirateur et dont la douleur fait dire que c'est l'iPhone. Plus gaffeur que jamais et plus inventif encore, nous avons droit à une colle pour emprisonner les mouches au plafond, une encre qui disparaît ou réapparaît, pratique pour les contrats, de la glace filamenteuse ou la boule de Joe Caro Bowling. Chaque invention est l'occasion d'une histoire qui se terminera mal pour les victimes de la gaffe, toujours les mêmes, des victimes qui traversent le temps comme Prunelle, Fantasio ou Lebrac, le dessinateur maison. Les clins d'œil à Franquin, personnage à la fois absent et présent de ce nouveau tome, sont nombreux, de même que les références à l'univers de l'éditeur Dupuis. Pour ce qui me concerne, c'est avec grand plaisir que je me suis plongé dans ce nouveau tome, avec gourmandise même, un album qui, à n'en pas douter, devrait connaître un large succès, tant ce personnage incontournable de la bande dessinée moderne nous avait manqué. Restons dans les séries patrimoniales qui connaissent une suite après la disparition de leur créateur, avec l'Iris Blanc, le titre du tant attendu nouvel Astérix qui fait un véritable carton en librairie. Il faut dire qu'avec le temps, le succès de la série ne se dément pas, avec à chaque fois la joie de retourner dans le célèbre village gaulois pour retrouver une nouvelle aventure haute en couleurs. Petite nouveauté de cette nouvelle livrée, si Didier Conrad signe toujours les dessins de la série, Jean-Yves Ferry laisse sa place au scénario à Fab Caro, lui dont l'humour si identifiable se retrouve dans ce nouveau venu, même s'il y a une charte et des codes à respecter dans Astérix. C'est au sein des garnisons romaines que nous plongeons dès le début du récit, des garnisons de plus en plus contestataires à l'idée de se faire taper dessus par la résistance gauloise qui est sans pitié, comme vous le savez. La désertion mine les rangs romains et c'est alors qu'intervient un personnage que l'on découvre, un certain Vicé-Vertu, qui travaille depuis des années sur une méthode basée sur la pensée positive, méthode qui donne son nom à l'album, l'Iris Blanc. Cette méthode révolutionnaire a un objectif, permettre aux légionnaires, comme aux habitants de ce village d'irréductibles gaulois, de penser positif, d'accepter son sort et de changer son comportement. Sorte de gourou des temps anciens, c'est sur le camp de Babaorum, en lisière du village gaulois, que Vicé-Vertu va tester cette méthode qui l'exportera aussi en douceur directement chez nos héros gaulois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont à la hauteur de ses espérances, faisant évoluer très fortement les comportements des Gaulois, Romains et même des sangliers des forêts avoisinantes. De cette méthode, il en ressort des Gaulois plus dociles, des Romains qui acceptent plus facilement leur sort, celui de se faire taper dessus, et des sangliers qui se laissent facilement attraper aux grandes dames d'un Obélix qui ne prend plus guère de plaisir à les chasser. Mais voilà, ce changement profond n'est pas sans danger pour le village, à commencer par son chef, et c'est ainsi que notre trio, Astérix, Obélix et Idéfix, accompagné d'Abra Raccourcix, va tout faire pour rétablir les choses très promptement. Le scénario de Fab Caro surfe ainsi sur une tendance du moment qu'il transpose à une époque où des comportements plus rustres vont donner lieu à tout un tas de gags dont on se délecte en tant que lecteur. Didier Conrad met au service de cette histoire ce dessin si respectueux du travail entamé à la fin des années 50 par Uderzo, un dessin dynamique et parfois resserré pour laisser plus de place au texte dans ce nouveau venu. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à lire cet Iris Blanc, un titre intelligent et respectueux de la saga, sorte de contrepoint à la zizanie, un titre qui respecte la série en y apportant une petite touche de modernité. Sorti en librairie le 26 octobre dernier, l'Iris Blanc fait dans le classique au niveau de sa pagination et comme pour les tomes précédents, c'est aux éditions Albert René du groupe Hachette que vous pourrez le retrouver. Continuons avec le nouvel album d'une série que j'aime particulièrement, celle qui propose à certains auteurs de réinvestir un autre grand personnage de la bande dessinée européenne, je veux parler de Lucky Luke. Après les deux albums de Mathieu Bonhomme, celui de Ralph Koenig ou encore celui de Mawill, c'est le très talentueux Blutch qui s'attaque au cow-boy solitaire avec une histoire que j'ai pris un grand plaisir à découvrir et qui s'appelle Les Indomptés.
Vous le savez comme moi, celui qui tire plus vite que son ombre en a affronté des bandits de grand chemin à travers toutes ses aventures, mais ici, il va être confronté à deux terreurs qui vont lui donner du fil à retordre, deux terreurs pas plus hautes que 3 pommes, Rose et Casper Kinker. Par le plus grand des hasards, Lucky Luke vient justement de faire mettre le grand frère aux arrêts, un certain Rufus Kinker, qui a tenté de dérober Jolly Jumper à son propriétaire pendant que ce dernier faisait la sieste. Le plus grand absent, les deux enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes, ce qui n'inquiète pas le moins du monde la jeune Rose, qui tient en joue Lucky Luke avec une carabine bientôt plus grande qu'elle par la taille. Voilà notre cow-boy obligé de veiller sur les deux gamins, en l'absence du grand frère, et c'est ainsi qu'il va découvrir à quel genre de petit monstre il a affaire, car les deux, chacun à leur manière, supplantent de très loin certaines des plus grandes terreurs de l'Ouest américain. En apprenant à faire connaissance avec la famille Kinker, il découvre que la mère est partie et que le père serait mystérieusement mort en voulant traverser le Tonto Point. Une bande de malfrats sur les traces du père Kinker vont finir de faire comprendre à notre héros que la situation réelle est peut-être bien différente de ce qui est dit, c'est ainsi que l'aventure va commencer. En tant que lecteur, on prend un véritable plaisir à se plonger dans cette histoire que Blutch mène de main de maître, réexploitant avec talent l'univers de Lucky Luke, en offrant au passage une kyrielle de personnages secondaires vraiment savoureux. Les clins d'œil à l'univers imaginé par Maurice sont nombreux, l'humour est au rendez-vous, et j'ai tourné les pages de ce titre avec le même plaisir enfantin que j'avais quand j'ai découvert Lucky Luke alors que je n'étais qu'un gamin. Son dessin participe grandement à ce plaisir, notre Lucky est plus svelte et élancé que jamais, faisant la moue à l'occasion face aux nombreuses situations embarrassantes qu'il a affrontées durant cette aventure. Le trait de Blutch est ici facilement identifiable et ravira les inconditionnels de l'artiste qui s'était déjà amusé il y a quelques années avec Tiff et Tondu, deux autres figures emblématiques de la bande dessinée franco-belge. Sorti en librairie le 1er décembre dernier et faisant 46 pages, Les Indomptés est un titre publié chez l'éditeur Lucky Comics, filiale des éditions d'Argo. Toujours chez Dargo, c'est une série dont le premier tome est sorti en 2007, dont je vais vous parler, une série qui repose sur les épaules de son talentueux créateur, un certain Enrico Marini. Les Aigles de Rome en est maintenant à son 6e tome, sorti le 6 octobre dernier, et le moins que l'on puisse dire est que la série garde toute son intensité malgré les années qui passent. Nous transportant à l'époque de la splendeur de l'Empire romain, elle nous raconte justement cette Rome qui conquiert l'Europe et qui de plus en plus a l'envie de dépasser le Rhin pour s'accaparer des territoires germains et mettre les populations au pas. S'appuyant sur deux personnages, Marcus Valerius Falco, jeune romain, fils d'un prestigieux soldat impérial, et Hermann Hammer, rebaptisé Herminius, fils d'un prince chérusque et livré en otage à l'Empire romain dès le premier tome. Les deux vont être élevés ensemble et devenir frères d'armes, ainsi que très bons amis, deux jeunes hommes sur lesquels on compte beaucoup pour faire la future gloire de Rome et conserver le prestige de l'Empire. Bien entendu, rien ne va se passer comme prévu, amour et trahison vont jalonner les 5 tomes qui nous mènent à notre nouvelle aventure, un 5e tome qui s'achève d'ailleurs par une lourde défaite romaine en terre germanique et la trahison d'Herminius envers le peuple qui l'a élevé. Le 6e tome nous fait faire un bond de quelques années dans la chronologie, on y retrouve un empire romain qui doit faire face à un nouveau drame, celle de la disparition de l'empereur Auguste, disparition qui va ouvrir la porte à une succession complexe, faite de nombreuses trahisons là aussi. Mais celui qui nous intéresse, Falco, n'est plus que l'ombre de lui-même, la défaite n'est toujours pas passée, d'autant qu'il a perdu gros dans la bataille sanglante du tome précédent. Devenu gladiateur dans l'arène, avec cette volonté de celui qui n'a plus rien à perdre, il va refaire parler de lui, et cette mise en lumière va pouvoir lui permettre de côtoyer à nouveau Morphea, et à travers elle, remonter jusqu'à Herminius. La vengeance qui anime Falco commence à éclater dans cet album qui va permettre aux deux anciens frères d'armes de se retrouver et de s'affronter à nouveau. Passionnante, cette série est surtout portée par le sublime dessin d'un Enrico Marini qui est au sommet de son art, immergeant le lecteur dans cette fresque où la luxure et la violence subliment les corps ou les meurtris.
Les doubles pages sont sublimes, son dessin est détaillé, permettant de goûter aux scènes de combat comme celles qui font circuler les personnages dans les rues de Rome. Bref, c'est du grand art sur papier glacé. Si vous ne connaissez pas encore les Aigles de Rome, c'est le moment de vous y mettre, d'autant qu'il aura fallu attendre 6 ans pour découvrir ce nouvel épisode, une attente longue, mais qui aura permis de relire l'intégralité de la série avant de découvrir le petit nouveau. En cette période de fête, l'alcool coule à flot, alcool à boire avec modération comme le stipule un message bien connu de tous maintenant, l'alcool, élément central du nouvel album de Julia Wertz, Les Imbuvables. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez toute la sympathie que j'ai pour cette jeune autrice américaine, elle dont j'avais présenté son ouvrage précédent, Les Entrailles de New York, dans l'un des premiers épisodes de mon podcast. Inutile de vous dire que quand un de ses nouveaux albums sort en librairie, je ne manque jamais de me précipiter dessus, ce qui fut encore le cas avec ce nouveau venu. Dans son nouveau projet, Un joli bébé de presque 320 pages paru aux éditions Lagrume, elle nous raconte comment elle s'est sevrée de son addiction à l'alcool, porte d'entrée aussi pour nous raconter son quotidien new-yorkais. C'est qu'elle est comme ça, Julia Wertz, elle aime faire de son quotidien un matériau de première main pour nous plonger dans ses histoires, avec ici une bonne dose d'autobiographie dont l'humour permet la mise à distance. Quand on la découvre, on est en 2009. Julia Wertz vit dans un petit appartement en sous-sol, un appartement qu'elle occupe de façon peu réglementaire, passant une bonne partie de ses journées à dessiner. Ces journées sont d'ailleurs bien organisées, elle se lève tôt, lit ou dessine après le réveil, dessine encore toute la journée et finit par se mettre minable à l'alcool après 17 heures, au point où il n'est pas rare que le lendemain, elle ne se souvienne plus de ce qu'elle a fait la veille au soir. Après avoir pris conscience qu'elle a un problème avec l'alcool, elle va décider, avant qu'il ne soit trop tard, de sortir de cet engrenage destructeur et entamer une cure, des séances chez un psy et des groupes de discussion aux alcooliques anonymes pour en sortir. C'est en reprenant aussi une vie sociale, en reprenant un contact régulier avec son frère Josh, que Julia va peu à peu sortir de cette spirale et reprendre sa vie en main. Elle y rencontre entre autres Eugene Schipper, avec qui se nouera une amitié au long cours, amitié qui permettra de surmonter les épreuves ou les chagrins d'amour qui parsèment cet album. Pour accentuer cette mise à distance, bien qu'elle parle de sa vie, Julia Wertz propose un dessin en noir et blanc, au trait fin, caricatural sur les bords, surtout quand il s'agit de se représenter, un dessin qui rend la lecture vraiment très agréable. En arrière-plan se dessine aussi la ville de New York, lieu de ses péripéties, quand elle n'est pas en train de parcourir les ruines d'un ancien site en pratiquante régulière de l'urbex qu'elle est. Gros coup de cœur de cette fin d'année en ce qui me concerne, Les Imbuvables, sous-titré Ou comment j'ai arrêté de boire, est disponible depuis le 9 novembre dernier et vous ne regretterez pas cette découverte si vous la faites à votre tour. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en donnant de la place à un ouvrage spécial, le 5e tome des rééditions en intégrale de la série Lucky Luke, un tome qui, comme à chaque fois, présente 3 histoires. Mais avant de se plonger dans ces 3 récits que l'on redécouvre avec délectation, l'ouvrage commence par une présentation qui, sur une 50aine de pages, permet de restituer le contexte de la sortie de ces 3 titres. Nous sommes alors à la fin des années 50, à un moment où les frères Dalton s'installent en personnages récurrents de cette série, des personnages qui jouissent alors d'une grosse cote de sympathie parmi les lecteurs, en dépit de leur côté hors la loi. Passionnante, cette introduction, richement illustrée et signée par Bertrand et Christelle Pissavi-Hiverneau, permet aussi de découvrir qu'on est à une époque où René Goscinny s'installe à l'écriture des scénarios de la série, pendant que Maurice peut se consacrer entièrement à la partie dessin. Problème, c'est une époque où Goscinny n'a pas encore le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, ce qui pousse les éditions Dupuis à refuser que son nom rejoigne celui de Maurice en couverture des albums cartonnés. Bref, vous aurez donc compris que ce texte est riche en informations et en éléments de contexte qui permettent de mieux goûter encore les 3 récits qui sont proposés au lecteur. On commence par le très bon Le Juge, histoire qui nous entraîne dans la petite ville de Langtry sur le Pécosse, ville où officie celui que l'on surnomme le Juge, un certain Roy Bean, personnage qui a réellement existé.
Personnalité controversée en raison de ses sentences qu'il rendait à l'emporte-pièce et qui lui étaient favorables, il tenait dans le même temps un bar accompagné d'un ours qui avait le don d'impressionner ses prisonniers. C'est en Oklahoma que nous transporte la deuxième histoire, un État rendu aux Indiens dans un premier temps et récupéré finalement par le gouvernement américain pour que puissent s'y installer des citoyens au cours d'une course où le premier arrivé sera le premier servi. Chargé de faire la police et de surveiller que tout le monde respecte bien les règles, Lucky Luke va avoir fort à faire dans Ruer sur l'Oklahoma, titre de cet excellent épisode qui ne manque pas d'humour. Enfin, c'est avec les fameux Dalton que se referme l'ouvrage, des Dalton qui viennent de s'échapper de prison pour se venger de Lucky Luke dans l'évasion des Dalton. Notre cow-boy solitaire finira même entre les mains des 4 malfrats après avoir vu sa réputation être salie par les bandits, un Lucky Luke qui mettra un petit moment avant de se sortir de ce guêpier, mais sans jamais perdre son flegme légendaire. Voilà donc 3 histoires que l'on retrouve avec plaisir dans un album sorti chez Dupuis le 24 novembre dernier, un titre qui fait 208 pages et qui offre quelques heures de lecture savoureuse. Ainsi se termine ce 166e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Les Guerres de Lucas, un titre passionnant que l'on doit au scénario de Laurent Hauptmann, au dessin de Renaud Roche et que publient les éditions de Mans. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver à la mi-janvier 2024, après de courtes vacances, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous donne rendez-vous dès le début de l'année prochaine.